Giuseppe Garibaldi, le héros des deux mondes. Nous commençons notre exposé à la place Garibaldi, à Nice, puisque c'est là où il est né. Cette place a été nommée ainsi en 1871 et la statue a été érigée en 1891. La voici, la place Garibaldi, donc place Victor, Victor comme Victor Emmanuel, roi de Piémont-Sardaigne. La place Victor, qui a été construite au XVIIIe siècle à l'entrée de la ville de Nice. Donc à gauche, nous avons le port Olympia, qui a été réalisé un petit peu avant, et à droite, le paillon devant nous, derrière les bâtiments de la place, la vieille ville. C'est donc sur le port qu'est né Garibaldi, mais en 1807, nous ne sommes pas dans le royaume de Piémont-Sardaigne, nous sommes dans le département des Alpes-Maritimes, le premier département des Alpes-Maritimes, car Nice a été conquise en 1792 par les armées de la Révolution. La date fondamentale dans l'histoire de notre héros, c'est 1848, puisque avant 1848, il est en Amérique latine, et là, sa réputation va se constituer. Et après 1848, il va participer au Risorgimento, c'est-à-dire à la Renaissance, à la résurrection, à l'unité de l'Italie. 1848, c'est le printemps des peuples en Europe. Ce sont des mouvements révolutionnaires qui vont se dérouler à peu près dans de très nombreux pays, en tout cas. Alors, son père et sa mère sont originaires de Ligurie. Ils ont deux filles, quatre garçons. Giuseppe n'est pas l'aîné, c'est le second. Et après, quand il sera à l'âge de 7 ans à peu près, il va quitter la maison natale qui se trouve devant l'église du port, n'est-ce pas, ici, vous voyez, aujourd'hui là c'est la mer, et il va aller dans cette grande maison, et aujourd'hui aussi là c'est la mer parce qu'elle a disparu. Là voilà cette grande maison, son père est un petit armateur, il possède un bateau, et Giuseppe n'aime pas l'école, il va donc vouloir naviguer très vite, à partir de 14 ans il monte sur le bateau, il va faire plusieurs voyages, il va aller une fois à Rome avec son père, il va rester 5 ans à Constantinople parce qu'il est tombé malade, donc il va rester là-bas et c'est là-bas qu'il va obtenir son brevet de capitaine de la marine marchande. Grâce à cette fonction, il va faire deux rencontres très importantes dans sa vie. La première, c'est en naviguant, n'est-ce pas, vers Constantinople, il a des passagers, ces passagers sont des Saint-Simoniens, c'est-à-dire des gens qui pensent que le développement économique, l'industrialisation peut apporter le bonheur à l'humanité. Mais lui, il va en retenir surtout une autre idée qu'il note dans ses mémoires, un homme qui, se faisant cosmopolite, adopte l'humanité comme patrie et offre son épée et son sang à tous les peuples qui luttent contre la tyrannie. Il est plus qu'un soldat, c'est un héros. C'est un peu, nous verrons ce qu'il va faire. La deuxième rencontre, c'est sur la mer d'Azov en Ukraine. Il va rencontrer un marin qui est membre de Giovine Italia. Giovine Italia, c'est une association révolutionnaire fondée par Giuseppe Mazzini, le Génois, un intellectuel, un philosophe, dont les idées sont l'unité, bien entendu, de l'Italie, son indépendance, mais aussi sous une forme républicaine. Et Mazzini sera, l'organisation de Mazzini encadreront au début, dans sa jeunesse, Garibaldi. Alors, quelle est la situation de l'Italie qui, évidemment, justifie ces idées de Mazzini? Eh bien, après la défaite de Napoléon en 1815, c'est un peu le retour à l'Ancien Régime sous la houlette de l'Autriche. Et l'Autriche domine donc l'Italie. Non seulement elle possède la Lombardie ici, mais elle domine les différents États italiens. Les seuls qui sont en dehors de l'influence autrichienne, ce sont les États pontificaux et le royaume de Piémont-Sardaigne. Le royaume de Piémont-Sardaigne qui représente un peu, qui va représenter pour les intellectuels italiens, pour Mazzini, mais beaucoup moins pour Mazzini, mais pour les intellectuels dans l'ensemble, qui sont souvent d'ailleurs piémontais, il va représenter l'espoir, car c'est un royaume qui peut éventuellement, pourquoi pas, faire l'unité de l'Italie. Et il s'est agrandi en 1815, vous voyez, de la République de Gênes. Alors, de sorte que le port de ce royaume n'est plus Nice, mais Gênes.
évidemment. Durant son service militaire dans la marine royale, Joseph participe à une tentative d'insurrection à Gênes le 11 février 1834. Cette tentative avait été préparée par Mazzini, mais elle va échouer complètement. D'ailleurs, il n'y a personne au rendez-vous et il est obligé de se retirer, mais il ne peut pas remonter dans le bateau de la marine royale. Il s'enfuit et du coup, il est déserteur, il est condamné à mort et il est obligé de franchir la frontière du Var. Il n'y avait pas de pont, donc à la nage, et il s'en va à Marseille, où il obtient le 8 septembre 1835 une place de second sur le bateau pour Rio de Janeiro. Et c'est là que commence cette aventure en Amérique du Sud dont on va parler maintenant. Et il arrive au Rio Grande do Sul, ici, qui est une province du Brésil, mais qui est en train de se révolter contre l'Empire du Brésil. Et évidemment, puisqu'il s'agit de révolte, ça va plaire ça à Garibaldi. Alors, des exilés italiens l'accueillent, bien sûr, puisqu'il est accueilli comme membre de Giovine Italia. Il est donc pris en charge par cette communauté, et assez vite, il devient corsaire pour cette république du Rio Grande do Sul, parce qu'il considère que cette partie, cette province se bat pour sa liberté. Donc, il devient corsaire, et il a donc le commandement d'un navire, mais il va être prisonnier, ça va pas marcher très facilement. Par contre, un peu plus tard, quelques années après, en août 1838, on le nomme à la tête de la flotte de la République du Rio Grande. Sauf que cette flotte n'existe pas. On lui demande de la construire. Il a construit ici sur la lagune Lagos dos Patos. Et une fois qu'il a construit, eh bien, il faut passer dans l'Atlantique. Mais comment passer puisque la marine brésilienne tient les passes. Il y avait 2 passes, donc assez facile à contrôler. Donc il va faire passer les bateaux par le cordon littoral, c'est-à-dire il va les alléger, les mettre sur des billots de bois, va les tirer avec des bœufs. C'est un exploit absolu qui va le rendre absolument célèbre, évidemment, dans toute l'Amérique du Sud. Bon. Et là, un jour, il se promène avec son bateau, maintenant qu'ils sont dans l'Atlantique, il se promène, il remonte vers le Brésil, il se promène dans la proximité de la province de Santa Catarina. Et Santa Catarina a des velléités pour se révolter aussi. Donc c'est un peu l'armée révolutionnaire qui arrive là, et on donne l'ordre à Garibaldi de sécuriser les côtes. Bon. Et là, il voit une jeune femme très belle qui est sur la côte, alors évidemment, il s'excite, il arrête son bateau, il descend, il cherche, il la trouve pas, et il est déçu, mais il y a quelqu'un qui l'invite dans une maison, qui l'accueille dans une maison, et dans cette maison, il retrouve cette belle personne à qui tout de suite il dit « tu seras mienne ». Alors Garibaldi, à cette époque, évidemment, il est beau, il est blond, il a les yeux bleus, alors ça c'est pas du tout classique chez les Italiens. Il est grand, il est barbu, il a de la prestance. Et Anita Ribeiro da Silva, bien qu'elle soit mariée avec un officier brésilien, elle l'accepte, elle tombe amoureuse. Alors ça, c'est lui qui raconte dans ses mémoires. Peut-être qu'évidemment, c'est un peu enjolivé. Bon, donc elle a 18 ans, il en a 30 et quelques, c'est une merveilleuse affaire, il est fou amoureux. Elle va partir avec lui, elle va combattre avec lui de 1839 à 1841. Elle a un fils, Menotti, ça son fils aîné. Mais en juin 1841, il se pose quand même des questions, femme, enfant, et puis cette révolte finalement, est-ce qu'elle est si légitime que ça? Donc il décide de mettre fin à sa participation à la révolte de la province de Santa Catarina et l'autre. Et du coup, on lui donne en récompense, parce qu'il n'a jamais été payé, il a toujours été bénévole, hein, le Rio Grande do Sul lui donne donc, lui fait cadeau de 1000 bœufs, et il décide, avec ces 1000 bœufs, de partir pour Montevideo, à charge pour lui, bien sûr, de les conduire. Donc ça va pas marcher du tout, parce que il n'est pas spécialiste des bœufs, et par conséquent, il en perd en route, il la donne à des pauvres, il y en a qui meurent de faim, bien sûr, d'épuisement. Et donc, finalement, ça
ça se terminera par la vente de quelques pots qui lui permettront tout juste d'arriver jusqu'à Montevideo. À Montevideo, donc, il est logé très modestement, il devient professeur de français. Bon, Garibaldi, professeur de français, ça ne va pas durer beaucoup. Il a 2 filles, il a Ricciotti, un deuxième fils, en 1847. Mais l'Uruguay est impliqué aussi dans la guerre civile argentine. Donc l'Uruguay se bat. Et donc, on vient solliciter Garibaldi, et puisqu'on sait qu'il est marin, on lui donne le commandement de 3 bateaux de guerre pour remonter le Paraná. Alors là, il va partir sur le Paraná, il est pourchassé par la marine argentine, il est obligé à un moment donné d'incendier les bateaux. Bon, pour les incendier, il a du rhum dans les caves, il donne l'ordre donc d'utiliser ce rhum pour mettre le feu. Bon, les marins préfèrent boire le rhum que mettre le feu, donc tout ça est un peu difficile. Il parvient à fuir quand même et à rentrer à Montevideo. Bon, et là, il va non seulement se battre pour la marine de l'Uruguay, de 1842 à 1845, mais il va aussi commander des soldats à terre. C'est le moment où il est admis dans la loge maçonnique, une filiale du Grand Orient de France, et ça nous donne accès donc à une troisième inspiration de Garibaldi, qui est l'anticléricalisme. Bon, il sera très anticlérical, mais au fond, il ne sera pas anti-religieux véritablement. Son anticléricalisme, nous le verrons, est plutôt politique, c'est-à-dire il sera anticlérical parce que, évidemment, les États pontificaux bloquent les espérances garibaldiennes, nous le verrons. Il commande donc des soldats à terre, l'a-t-on dit, tantôt la Légion italienne, tantôt la marine, et c'est là qu'il va découvrir, en quelque sorte, son uniforme, l'uniforme dont il va se servir ensuite toute sa vie, c'est-à-dire la chemise rouge. Pourquoi la chemise rouge? Eh bien parce que il trouve un stock de chemises rouges qui était destiné à l'abattoir de Montevideo. Il les réquisitionne et il a assez de chemises pour habiller toute sa troupe, qui n'est pas la plus importante de Montevideo, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, il y a des Français qui sont plus nombreux que les Italiens. Enfin, lui, il est le chef de la Légion italienne, et comme il remporte à la fois des victoires navales et terrestres, il est accueilli un héros à Montevideo. Il a, on peut dire, c'est connu même en Europe, en Italie surtout, donc il a une certaine renommée internationale. Et là, il apprend en 1848 que l'Italie bouge. En effet, en 1846 a été élu le pape Pie IX. Et au début de son pontificat, ce Pie IX passe pour un pape libéral. Bon, alors ce sera évidemment tout le contraire, mais là, il passe pour un pape libéral, il prend quelques mesures populaires, et donc tous les États italiens, ils sont nombreux, se sentent qu'il faut faire des réformes. Et c'est pour ça que Garibaldi va informer de cela, va proposer ses services. Alors, il va proposer ses services au pape, mais il n'aura jamais de réponse, évidemment, parce que, voyez, le révolutionnaire, voyez, donc est-ce qu'on va est-ce que l'État pontifical va s'adresser à lui? Non. Mais enfin, n'empêche, il a fait la démarche, ce qui limite, on l'a vu, donc son anticléricalisme. Alors, il décide de rentrer en Italie, puisque la révolution a commencé en janvier 48, et nous arrivons donc à cette période où il va se battre, non plus en Amérique, mais en Italie. Donc, il part avec une soixantaine de compagnons et leur chemise rouge. Il arrive à Nice le 23 juin 1848. Donc, les Italiens lui ont acheté par souscription nationale une épée d'honneur. Donc, il est déjà connu. Et il veut se mettre au service, bien entendu, de son royaume, dans lequel Nice est bien entendu, à Nice appartient, c'est-à-dire le royaume de Piémont-Sardaigne, qui est dirigé par Charles Albert. Alors, 1848, c'est le moment du printemps des peuples. Et cette révolution a commencé à Palerme, où les Siciliens ont chassé les Napolitains, mais elle prend une importance internationale à Paris à partir de février. C'est donc la proclamation de la Seconde République, et c'est aussi le moment où toute l'Europe s'enflamme, et notamment des révoltes à Milan, à Venise, dans toute l'Italie du Nord, par conséquent, puisque à Vienne, il y a la Révolution. Et donc Metternich, qui est le symbole de cette Europe de l'Ancien Régime, de cette défaite de la France en 1815, Metternich est chassé, donc on se dit, bon, c'est le printemps des peuples.
après le printemps, ça sera l'hiver, nous allons le voir. Donc au Piémont, Charles Albert accorde une constitution, le Statuto, qui est un peu la charte de 1830 en France, et il décide de prendre comme symbole le drapeau tricolore, le drapeau que Bonaparte a donné à la République italienne en 1796, et qui représente un peu le symbole de ses compatriotes italiens, et il décide de déclarer la guerre à l'Autriche, refusant l'aide d'autres pays, notamment Lamartine lui a proposé de l'aide de la France, l'Italie a faradassé, l'Italie fera d'elle-même. Mais bon, il refuse l'aide de la France, il refuse aussi l'aide de Garibaldi, qu'il rencontre à Custoza le 27 juillet 1848. Et bon, ça, le courant ne passe pas entre eux, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que bon, ben Charles Albert est trop classiquement monarchiste et Garibaldi a une réputation de gauchiste et de républicain, bien sûr. Hein. Donc, il est battu, Charles Albert. Puis, évidemment, accepter l'aide de Garibaldi. Bon, ça aurait peut-être pas changé les choses. Alors, Garibaldi se bat à Milan avec Mazzini. Il a des volontaires, mais eux aussi, ils sont obligés de fuir devant l'armée autrichienne et il rentre en Suisse et il arrive à Nice, donc désarmé, bien sûr, en septembre 1848. Mais, novembre, la révolte est à Rome. Le pape s'enfuit à Gaète, la place forte, et donc Garibaldi se précipite évidemment à Rome en décembre 1948. Il est élu député en janvier 1949 et il reçoit le commandement de l'armée de la République romaine. Bon. Charles Albert ne veut pas se laisser doubler par les républicains, il reprend la guerre, il est battu à nouveau, il est obligé cette fois d'abdiquer et de donner le pouvoir à son fils Victor Emmanuel II, dont nous allons parler longuement au cours de cet exposé. Alors, Rome. Cette République romaine, bien sûr, pose problème à l'Europe parce qu'elle est révoltée contre le pape. Et la France vient d'élire un président de la République en décembre 1948, au suffrage universel, Louis-Napoléon Bonaparte. Et celui-ci décide d'envoyer un corps expéditionnaire à Rome. Et enfin, il décide. Il a une assemblée conservatrice qui décide aussi, qui décide surtout, à vrai dire. Donc l'assemblée décide d'envoyer un corps expéditionnaire à Rome. Lui, Bonaparte, il n'est pas défavorable à l'unité italienne. Quand il était jeune, il s'est battu il s'est révolté contre les Autrichiens et les pontificaux. Mais bon, là, son électorat est catholique, il est quand même coincé. Alors au départ, il pense que cette armée française peut exercer une sorte d'arbitrage entre la République de Mazzini, Mazzini est au triumvirat exécutif de la République, et le pape. Mais bon, ça va pas marcher. En fait, cette expédition française va faire la guerre à la République romaine. Garibaldi va défendre la République romaine, il se couvre de gloire en défendant la ville en juillet 49, montrant son aptitude, n'est-ce pas, militaire, parce qu'il est vraiment génial avec des moyens très limités. Il parvient à tenir tête aux soldats du général Oudinot. Bon, les soldats français là à Rome, ils sont bien armés, ils sont nombreux. C'était quand même une force très, très difficile à vaincre. Alors, on chante beaucoup la Marseillaise à Rome à ce moment-là. Bon, on la transforme, évidemment. Hein. C'est plus les mêmes paroles. Aux armes, sacristains, formez vos bataillons, marchons, marchons. Le pape est roi du droit de vos canons. Et c'est au cours de ces combats que meurt celui qui a créé l'hymne actuel italien, celui qui a été choisi récemment, Gioffredo Mameli. Il est blessé, il meurt le 3 juin 1949 à Rome. Voilà. Et l'Assemblée se rend compte que toute résistance est impossible. Elle décide de cesser la résistance et elle autorise Garibaldi à continuer la guerre. Alors Garibaldi décide de partir. Il s'en va de Rome. Il monte d'abord avec quelques compagnons. Ils sont assez nombreux à le suivre quand même, hein, pour échapper aux Autrichiens. Et il monte vers le nord. Pourquoi? Parce que Venise est révoltée contre les Autrichiens. Et par conséquent, il espère aller porter sa petite troupe en renfort à Venise. Bon, mais ça va être très difficile. À Saint-Marin, il se rend compte que c'est impossible. Il va donc libérer ses soldats et il part tout seul vers Venise avec Anita. Anita qui est enceinte et qui est de plus en plus affaiblie.
Et le drame va arriver dans la lagune de Comacchio quand il attend un bateau pour Venise. Et là, Anita va mourir dans la lagune le 4 août 1800, au bord de la lagune le 4 août 1849. Donc c'est un drame pour Garibaldi et il est obligé de partir. Il est obligé de partir parce que les troupes autrichiennes sont à ses trousses. Et là, il trouve un prêtre, un vrai prêtre de Jésus-Christ, dit-il, un prêtre donc qui lui convient et qui lui donne les moyens de partir vers Nice, c'est-à-dire de franchir le Grand-Duché de Toscane, de franchir les Apennins. Alors, des mules, des compagnons, le silence, la nuit, on circule la nuit, là il entend Garibaldi, Garibaldi. Mais c'est pas de lui qu'il s'agit, c'est du chef de l'expédition, de l'agriculteur qui les conduit et qui s'appelle lui aussi Garibaldi. Et puis il entend aussi P9 avance, P9 avance, P9 avance. Mais P9, c'est le nom de la mule de Garibaldi le paysan, n'est-ce pas? Bon, ça, il va pas oublier la mule. Pourquoi? Parce que le pape est têtu comme une mule, n'est-ce pas? Il ne peut pas abandonner, nous allons le voir, ses états. Bon. Donc, il arrive à Nice le 5 septembre 1849 et le gouvernement du Piémont-Sardaigne lui fait comprendre que bon, il vaudrait peut-être mieux qu'il aille un peu se faire oublier ailleurs. Donc, il va essayer d'aller en Méditerranée, mais personne ne veut. Et finalement, en 1850, eh bien, il arrive le 27 juin 1850 à New York. Et c'est là où il va se mettre à travailler, fabriquer des bougies. Il redevient capitaine de vaisseau de commerce. Bon, mais Garibaldi qui fait du commerce, c'est pas terrible. Bon, heureusement pour lui, en mai 1854, le président du Conseil des ministres du royaume de Piémont-Sardaigne, Cavour, dont nous avons parlé aussi, Cavour l'autorise à rentrer à Nice. Donc, il va rentrer, mais finalement, il ne va pas rester à Nice. Il va acheter en 1855, la moitié d'une île près de la Sardaigne, l'îlot de Caprera. Il va construire lui-même sa maison. Il va faire naufrage. Du coup, il va décider de devenir agriculteur en 1857, là-bas, sur l'île, au nord de la Sardaigne. Bon. Quelle est la situation à ce moment-là de Londres et surtout de l'Italie, bien entendu? Eh bien, c'est que le royaume de Piémont-Sardaigne a un premier ministre, président du Conseil des ministres, le comte de Cavour, qui va mettre au point une véritable stratégie pour essayer de parvenir à agrandir le royaume de Piémont-Sardaigne, voire faire l'unité de l'Italie. Mais il a compris une chose, Cavour, c'est qu'il faut qu'il s'appuie sur une grande puissance. Il faut qu'il parte de ce problème au niveau international. Et donc, il va commencer par participer avec la France et l'Angleterre à la guerre de Crimée, donc 1853-1856, la France et l'Angleterre soutiennent l'Empire ottoman contre les ambitions russes qui veulent descendre vers Constantinople, et le Piémont envoie un contingent important de troupes. Et ça lui permet, au Congrès de la paix qui se tient au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, qui est tout neuf à ce moment-là, et ça lui permet de poser le problème de l'Italie et d'essayer d'avoir l'appui de la France. Alors, il va envoyer sa cousine. Elle a 20 ans, la comtesse de Castiglione. Il va l'envoyer à Paris pour influencer Napoléon III, bien entendu pour essayer de préparer le terrain. Bon. Inutile de dire, Napoléon III se laisse très facilement influencer et même il a des contacts très intimes avec cette comtesse de Castiglione, bien sûr, aux grandes dames de l'impératrice, bien sûr. Bon, mais enfin, c'était pas nécessaire parce que, au fond, Napoléon III était bien disposé pour l'unité italienne. Donc, en fait, Cavour va rencontrer Napoléon quand Napoléon est au zoo à Plombières le 21 juillet 1858. Et là, ils vont se mettre d'accord sur un scénario, n'est-ce pas, qui est le suivant, c'est que il faut que le royaume de Piémont-Sardaigne soit attaqué par l'Autriche pour que la France puisse intervenir. Car vis-à-vis de l'Angleterre, Napoléon ne peut pas déclencher une guerre européenne. Hein. Ça rappellerait trop, vous voyez, son oncle. Et l'Angleterre ne tolérerait pas. Donc là, ça serait vraiment catastrophique. Donc il faut vraiment qu'il apparaisse comme en défenseur du royaume de Piémont-Sardaigne contre l'Autriche. Là, les Anglais pourront laisser faire. Bon. Donc c'est le scénario. Et en contrepartie, si donc on réussit, la France obtiendrait Nice et la Savoie, qui sont des terres
ils peuvent devenir français, la Savoie, parce que français, il n'y a pas de question. Et Nice, bon, mais Nice a été provençal, on le sait au Moyen-Âge. Nice ne parle pas français, Nice parle niçois, mais enfin, voilà. Bon, alors voilà les personnages qui participent à toute cette affaire de l'unité italienne. Donc en haut, à gauche, Victor Emmanuel II, le roi du Piémont-Sardaigne. C'est un personnage sympathique, c'est un personnage populaire, et Garibaldi va bien s'entendre avec lui, c'est important, parce qu'il ne s'entendra pas du tout avec Cavour, par contre, qui est un aristocrate qui méprise un petit peu Garibaldi, et qui surtout en a peur, parce que Garibaldi est républicain, n'est-ce pas? Bon, nous allons en reparler. Donc, au centre, Cavour, qui est l'homme orchestre de toute cette affaire, et qui va mener ça avec maestria. Et puis à droite, vous voyez Mazzini. Mazzini est hors du coup. Sa République italienne populaire, bon, ça n'a pas de sens à ce moment-là. Ça n'a pas de sens. En bas à gauche, Pinneuf qui ne veut rien entendre, qui est têtu comme une mule. On lui dit bien que plus le souverain, plus l'État sera petit, plus le souverain sera grand. C'est ce que lui dit Napoléon III, mais il ne veut pas le croire. Il ne veut pas le croire. Et Napoléon III, bien sûr, qui est en bas à droite, j'en ai déjà parlé. Alors, il connaît le pape Pie IX, parce que figurez-vous que quand Napoléon III était un agitateur avec son frère aîné, ils étaient allés en Italie en 1830, ils étaient allés faire le coup de feu contre l'armée autrichienne, et son frère était mort, son frère a été tué, c'est pour ça que c'est lui qui est Napoléon III, c'est pas son frère, et il avait été sauvé par l'intervention de l'évêque du lieu, qui lui avait permis de s'échapper. Et l'évêque du lieu n'était autre que Monseigneur Mastaille, c'est-à-dire le pape Pie IX. Vous voyez, donc ils se connaissent. Et Garibaldi, donc, prend la bonne décision, qui fait que c'est lui qui va devenir le héros de l'unité italienne. La bonne décision, c'est qu'il va choisir de soutenir l'unité italienne, mais en la personne de Victor Emmanuel. C'est-à-dire, il met en second rang son idéal républicain, et comme il veut à tout prix l'unité de l'Italie, eh bien, il accepte qu'elle se fasse sous la forme monarchique, qui est la forme qui est la seule qui peut être acceptée à cette époque. Voilà. Et c'est pour ça que Garibaldi, nous allons continuer à en parler dans toute cette affaire. Et puis, nous voyons dans l'Italie du Nord, en 1850, partout, vive Verdi, vive Verdi. C'est ce qu'on met sur les murs de l'Italie autrichienne, de l'Italie occupée par l'Autriche. Alors, Verdi, bien sûr, c'est le grand musicien, mais ça veut dire aussi autre chose pour les Italiens. Ça veut dire Victor Emmanuel, Re d'Italia, c'est-à-dire c'est un plébiscite pour l'unité. Ce plébiscite se fait surtout dans les populations les plus instruites. Il faut dire que le peuple ne sera pas un élément important de cette unité italienne, très peu, parce que le peuple est catholique, le peuple, au fond, ne veut pas qu'on s'en prenne au pape. Donc, et c'est pour ça que Garibaldi, d'ailleurs, sera anticlérical. Finalement, il ne sera pas un héros du peuple, mais un héros plutôt de la partie la plus éclairée de la bourgeoisie, si l'on veut, italienne. Car il y a très peu de gens instruits en Italie à cette époque. L'Italie, c'est pas la France, donc les illettrés représentent l'immense majorité de la population. Donc c'est plus difficile. Alors ça ne veut pas dire que tous ne comprendront pas ce qui se passe, c'est pas parce qu'on est illettré qu'on est imbécile, mais voilà, c'est quand même, ça touche une élite. Donc vous voyez, à l'occasion de l'anniversaire, la Dominica del Corriere qui avait représenté les principaux personnages de cette unité italienne. Garibaldi, héros de l'unité italienne. Nous sommes arrivés donc à cette période où il va intervenir efficacement dans l'histoire. Il rencontre le roi le 2 mars 1859 et le courant passe plutôt bien entre ce roi populaire et le général républicain. Et il va le nommer à la tête des chasseurs des Alpes. Il crée un corps destiné à protéger l'armée italienne, protéger le flanc de l'armée italienne qui se bat dans la plaine. Alors, Garibaldi, sa seule présence va inquiéter et exciter l'Autriche. Et le royaume du Piémont se sert de Garibaldi, et Cavour se sert de Garibaldi pour justement provoquer l'Autriche. Donc on montre Garibaldi, on lui fait rassembler des volontaires, mais pas trop,
Mais finalement, l'empereur d'Autriche, qui est jeune et un peu inexpérimenté, lance un ultimatum et déclare la guerre en avril 1859 au royaume de Piémont-Sardaigne. Et du coup, ça permet à Napoléon III, vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis de l'Angleterre, d'envoyer les troupes françaises en soutien de l'armée piémontaise. Donc l'armée française arrive en Italie et elle remporte le 4 juin 1859 la bataille de Magenta, ce qui ouvre la route de Milan, où Victor Emmanuel et Napoléon III entrent le 8 juin. Après la victoire française de Solferino le 24 juin, et puis la victoire piémontaise de San Martino, Napoléon III se rend compte que la guerre est trop cruelle. À Solferino, en effet, le nombre de blessés et de mourants a été très important. Et de morts, évidemment, aussi. Et donc, Napoléon III n'est pas Napoléon Ier. Et il se rend compte que l'armée française n'est pas véritablement bien équipée pour secourir les blessés. C'est le moment où, à Solferino, Henri Dunant pense à créer un organisme spécifique pour s'occuper des blessés. Et donc, il négocie avec l'Autriche. Il négocie seul et il signe l'armistice le 11 juillet 1859. Alors, l'échange, c'est la Lombardie revient à la France le donne au Piémont, et la Vénétie, par contre, reste à l'Autriche. Cavour, fou de rage, les patriotes italiens, fou de rage, Cavour démissionne et la guerre s'arrête. Donc Garibaldi est démobilisé, lui il s'est battu avec des chasseurs des Alpes dans la montagne, il a remporté évidemment des succès. Il donc arrête la guerre, il en profite pour ramener la dépouille d'Anita, qui était dans la lagune de Comacchio, de la ramener à Nice. Elle sera finalement enterrée par Mussolini sur le Janicule. Et c'est là, alors que l'Italie centrale s'agite et que Garibaldi, évidemment, n'est pas loin, c'est là, en Italie centrale, qu'il rencontre un jour la marquise Giuseppina Raimondi. En fait, c'est une très jeune femme qui se précipite sur lui. Cette fois, c'est l'inverse d'Anita. C'est elle qui dit « il sera à moi ». Et c'est ce qui se passe. Il décide de l'épouser le 24 janvier 60. Le père est d'accord, c'est un aristocrate, il est tout content d'avoir le général Garibaldi dans sa famille. La fille le veut absolument, donc il se laisse faire. Mais le lendemain du mariage, une lettre anonyme lui apprend que cette fille est en fait enceinte, et elle est enceinte d'un officier autrichien. Fou de rage, Garibaldi, évidemment, renonce à ce mariage, mais bon, en Italie à l'époque, le mariage est indissoluble, et donc ils se séparent, évidemment, mais l'affaire en reste là. Alors, ces mouvements d'Italie centrale, avec ou sans Garibaldi, font que, finalement, l'Italie centrale demande son annexion au Piémont en mars 60. Et finalement se réalise en jaune sur cette carte ce royaume d'Italie du Nord qui avait été prévu entre Napoléon III et Cavour. Et du coup, Napoléon, qui a laissé faire, bien sûr, réclame alors ce qui était prévu, c'est-à-dire Nice et la Savoie. Alors, ce royaume d'Italie du Nord ne comprend pas toute l'Italie, mais finalement, il reste que Venise à l'Autriche et le royaume des deux Siciles au-dessous des États pontificaux. Alors, Garibaldi se fait élire à Nice, parce qu'il y a des élections dans le royaume de Piémont-Sardaigne, des élections censitaires, et il est élu député de Nice sur le programme de renoncer, repousser, refuser cette annexion à la France. Mais bon, le roi est d'accord, les deux États sont d'accord, et le Parlement va voter le 12 avril, va voter l'annexion. Les hommes du comté ratifient, donc il y a un plébiscite, et le vote pour la France est largement acquis, 25 000 oui, le clergé a fait voter pour la France. Alors il a fait voter pour la France parce que la France apparaît beaucoup moins anticléricale à ce moment-là que le royaume de Piémont-Sardaigne. Napoléon III est plutôt de relative bonnes relations avec l'Église. Alors on forme avec la France forme avec ce comté de Nice, elle forme un nouveau département. On détache l'arrondissement de Grasse
du département du Var, et on forme le deuxième département des Alpes-Maritimes. Et puis Nice, bien sûr, qui s'était plaint de ne pas avoir un chemin de fer du temps du royaume de Piémont-Sardaigne. Le chemin de fer, il a été fait de Turin à Gênes, pas de Turin à Nice, parce qu'évidemment, Gênes, appartenant depuis 1815 au royaume du Piémont-Sardaigne, c'était un port beaucoup plus intéressant que Nice. Et donc, cette concurrence de Gênes a joué dans cette affaire. Et d'ailleurs, la France réalise ses promesses, puisqu'en 1864, le chemin de fer arrive à Nice. C'est pour elle, évidemment, la promesse peut-être d'un développement économique plus important. Bon, alors quant à Garibaldi, on essaye de le convaincre de partir en Sicile, dans le royaume des deux Siciles. En Sicile, il y a des mouvements. On ne sait pas si ce sont vraiment des mouvements en faveur de l'unité ou si ça fait partie des insécurités locales. Alors Garibaldi hésite parce qu'il ne veut pas se lancer s'il n'y a pas un minimum d'adhésion populaire. Bon, mais finalement, on le convainc de partir et il va partir de Gênes avec 1000 volontaires. Bon, ils n'ont pas tous des semi-jours, hein, parce que Garibaldi n'est pas très riche. Hein. Mais il part avec un peu le soutien de l'Angleterre. Cavour fait semblant de n'avoir rien vu, n'est-ce pas? Mais bon, souvent on l'encourage. Et ce sont des populations, comme je le disais, qui sont des populations issues des couches favorisées plutôt, de la bourgeoisie, des gens qui savent lire, vous voyez, des médecins, des avocats. Il part avec 1000 hommes. Et avec ces 1000 hommes, il arrive à Marsala, il réussit à débarquer le 11 mai 1860, alors que les navires, n'est-ce pas, de la marine du royaume des deux Siciles n'osent pas intervenir. Bon, il faut dire qu'il y a des bateaux anglais pas loin. Mais avec ces 1000 hommes, il va affronter une armée napolitaine qui, normalement, compte 80 000 hommes, dont 20 000 en Sicile. Donc, c'est absurde en réalité. Normalement, cette affaire devrait être vouée à l'échec. Alors, Garibaldi débarque, il installe sa dictature, il devient duce, il se proclame duce. C'est une dictature à la romaine, si vous voulez, comme les vœux Garibaldi, c'est-à-dire une dictature provisoire de sa république. Et il a la chance de rencontrer à Calatafimi, le 15 mai 1860, un détachement de l'armée royale, et il va être victorieux. Donc cette victoire de Calatafimi va lui assurer le soutien de l'opinion européenne, qui suit un peu cette expédition un peu extraordinaire. Alors Alexandre Dumas, qui est un admirateur de Garibaldi, vient en Sicile avec des armes, et à partir de là s'enclenche un mouvement dans toute l'Europe de soutien avec des armes, du matériel, avec de l'argent, à l'expédition de Garibaldi. Bon. Donc, il faut marcher sur Palerme. Et Palerme, c'est encore pareil. Il y a une très forte garnison à Palerme, donc c'est pas évident. Et néanmoins, Garibaldi réussit à obtenir la capitulation de Palerme. Donc tous les journaux d'Europe suivent cette épopée. À partir de là, il a suffisamment de volontaires pour pouvoir organiser 3 colonnes qui vont conquérir la Sicile. Bon. Il proclame la Constitution, il mate des révoltes paysannes, notamment dans la région du centre de la Sicile où se trouvent des propriétés d'aristocrates anglais, notamment des descendants de Nelson, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, il y a des mouvements sociaux, mais il ne veut pas s'occuper de ça. Lui, il est là pour l'unité italienne, hein, donc il ne va pas faire la révolution. Et il arrive à Messine, et là, il déclare qu'il veut débarquer. Alors, officiellement, le roi lui demande de ne pas débarquer en Calabre, mais officieusement, on lui dit évidemment de continuer, donc il a l'accord sucré du roi, il pense donc qu'il peut le faire, et à ce moment-là, le régime de
du royaume des deux Siciles s'effondre, il faut aller vite, on l'appelle à Naples, il faut rétablir en quelque sorte l'ordre, éviter évidemment les pillages, et donc il part tout seul pratiquement, avec quelques adjoints, il part même en train à la fin, il arrive à Naples, et là il lève l'index, unité, unité, il est follement acclamé le 7 septembre 1860. Mais quand même, Cavour se méfie. Cavour se méfie de ce républicain Garibaldi. Il a peur que Garibaldi marche sur Rome. Or, la France protège les États du pape et il ne veut pas d'ennui avec la France, bien entendu. Donc, Cavour envoie une armée à travers les États pontificaux. Alors, il viole la neutralité, la souveraineté de l'État pontifical, mais il la viole partiellement, si vous voulez, dans les marches uniquement. Hein. Et donc, il arrive dans le royaume des Siciles à la rencontre des volontaires garibaldiens. Alors, des plébiscites sont organisés en Sicile, à Naples, dans l'État pontifical, c'est-à-dire dans les marches, et ces plébiscites sont favorables à l'annexion de ces régions au Piémont. Donc, Garibaldi va l'accepter, il va rencontrer Victor Emmanuel à Teano, dans le nord du royaume des deux Siciles, le 26 octobre 1860. Et là, il accepte de saluer le roi d'Italie, celui qui va devenir le roi d'Italie. Alors, on veut faire de Garibaldi un noble, on veut lui donner des châteaux, on veut le récompenser, mais lui, il veut qu'une chose, il veut que ses troupes deviennent des troupes régulières de l'armée italienne. Mais ça, on lui accorde pas. On ne lui accorde pas, parce que, bon, ce sont des troupes révolutionnaires, et que l'armée piémontaise n'a pas du tout envie de les intégrer, et donc il refuse tout, à partir de là, et il va rentrer à Caprera. Alors son trésorier lui remet un peu de nourriture, de la morue salée, des légumes, des graines pour son jardin. Donc Garibaldi apparaît ici comme un modèle du désintéressement et du patriotisme. Voilà, il a fait le travail, il a contribué à l'unité de l'Italie, il se retire. Bon, Garibaldi est héros européen, car c'est pas fini en fait, il se retire que provisoirement. Donc, Victor Emmanuel devient roi d'Italie le 17 mars 1931, Cavour meurt le 6 juin, il ne verra pas l'unité complète par conséquent. Alors il reste Venise, à l'Autriche, n'est-ce pas, et il reste Rome au pas. La Savoie et Nice sont devenues françaises, voilà, donc il reste ces deux provinces pour que l'unité soit complète. Donc Garibaldi, il pense, ô Roma, ô morte, hein, c'est son slogan est celui des volontaires. Alors il travaille pour l'instant Caprera, il travaille avec ses fils, il n'a pas pu s'empêcher évidemment de donner le nom de Pie IX à sa mule, bon, comme l'avait fait l'autre Garibaldi, celui qui l'avait sauvé, on se rappelle, il avait conduit hors de la Vénétie. Et il attend l'occasion favorable. Cette occasion semble se présenter en juin 1862. Il débarque avec ses volontaires en Sicile, puis en Calabre. Il espère donc recréer le mouvement de 1860, mais ça se passe cette fois différemment, car la France veille. Le roi du Piémont est obligé de le faire arrêter par l'armée piémontaise sur la montagne de l'Aspromonte, en bas, en Calabre, le 29 août 1862. Il y a quelques morts. Garibaldi fait arrêter la fusillade tout de suite, mais il est blessé, il reçoit une balle dans le pied, une mauvaise blessure, il est blessé au pied, il sera fait prisonnier, par conséquent, on va le garder en détention, alors que, bien sûr, toute l'Europe, enfin, les gouvernements s'entremettent pour lui. Bon, il reste alors on le libère, il reste à Caprera, il se remet de sa blessure, il se remet assez difficilement, c'est une mauvaise blessure, mais finalement, en mars 1864, il est invité à Londres, et à Londres, il va recevoir un triomphe. Bon, on connaît les Anglais, voilà, ils l'ont soutenu, ils l'admirent, enfin, une partie des Anglais, parce que pour une autre partie des Anglais, c'est quand même un révolutionnaire, et on s'arrange pour qu'il reste pas trop longtemps à Londres, parce que ça fait un peu désordre. Alors, il y a Mazzini à ce moment-là à Londres aussi, donc on l'empêche de rencontrer Mazzini, enfin, il le rencontre un petit peu quand même, voilà.
Et un certain nombre d'Anglais, un groupe d'Anglais, lui offre l'autre moitié de l'île de Caprera. C'est pas mal quand même, hein. Donc il rentre et il va pouvoir acheter l'autre moitié de l'île qui va donc être complètement à lui. Le 15 septembre 1864, un accord est signé entre la France et l'Italie, n'est-ce pas? L'Italie accepte de faire de Florence la capitale du royaume, et à ce moment-là, les soldats français peuvent quitter Rome et rentrer en France, et donc on estime que la situation devient à nouveau légale et paisible. Bon. En 1866, c'est la guerre entre la Prusse et l'Autriche. Cette guerre est motivée par la volonté pour l'un et l'autre de ces pays de dominer l'Allemagne, car nous sommes en train de parler d'unité de l'Italie, mais en même temps, on pense à l'unité de l'Allemagne. Et cette unité, est-ce qu'elle sera avec la Prusse ou est-ce qu'elle sera avec l'Autriche? Et la bataille de Sadova va donc, en 1866, régler la question. L'unité se fera avec la Prusse, car l'Autriche est battue. L'Autriche est battue, mais l'Italie, alliée de la Prusse, Napoléon III avait conseillé cette alliance. Hein. Alors lui, il joue un peu l'apprenti sorcier dans cette affaire, parce que en favorisant la Prusse, c'est pas du tout dans l'intérêt de la France. Hein. Bon, mais là, il le fait pour l'Italie. Donc l'Italie alliée de la Prusse est battue, mais malgré tout, c'est l'Italie qui va bénéficier de la Vénétie dans cette affaire. C'est-à-dire que la Vénétie est remise à la France par l'Autriche parce que la France est restée neutre, et la France va remettre cette Vénétie à l'Italie. Quant à Garibaldi, il a été à nouveau avec les chasseurs des Alpes, il a été victorieux dans les Alpes, et il arrête les combats lorsqu'on lui demande, puisque l'armistice est signé. Voilà donc le traité de Vienne qui est signé entre la France et l'Autriche et qui donne la Vénétie à l'Italie. Bon, on remarque que la partie du Tyrol, mais qui n'appartenait pas à cette époque à la Vénétie, reste à l'Autriche, et ça sera la dernière revendication sur l'Italie. Voilà, le royaume d'Italie est fait, la Vénétie, il reste Rome. Alors Garibaldi est surveillé, mais il est surveillé par la marine italienne. Il va quand même réussir à s'échapper, il s'échappe le 14 octobre 1867, donc il a tout de suite des volontaires qui viennent avec lui, et il marche sur Rome. Mais en maintenant, à l'entrée des États pontificaux, eh bien, ils sont arrêtés par les soldats du pape, appuyés par les soldats français qui viennent de débarquer en urgence. Bon, il y a des morts. Il y a beaucoup de morts dus aux nouveaux fusils de l'armée française de Châteauneuf. Donc, c'est une bataille dure quand même pour Garibaldi. Il est déçu, il retourne à Caprera, il jure d'y rester. Tandis que pour la France, c'est évidemment quelque chose qui efface un peu la victoire de Magenta pour les Italiens. On dit Mentana efface Magenta, c'est-à-dire, bon, les soldats français, du coup, reculent Rome et apparaissent aux yeux des Italiens comme les empêcheurs de l'unité. Voilà. Le 18 juillet 1870 est proclamé à Rome, pendant le Concile du Vatican, l'infaillibilité pontificale, qui concerne évidemment les aspects religieux de ces pouvoirs, pas du tout ces pouvoirs temporels. Pouvoirs temporels qui sont très menacés, qui risquent de perdre. Pas? Donc, ces pouvoirs religieux sont confirmés, mais évidemment, les États du pape sont en danger. Le lendemain, 19 juillet 1870, la France déclare stupidement la guerre à la Prusse. Une histoire, évidemment, qui est très regrettable, parce qu'on déclare la guerre pour rien du tout, alors que la question, c'était que l'Espagne voulait un souverain allemand et que l'Allemagne avait, à la demande de la France, renoncé à cette affaire. Mais l'opinion s'échauffe, on exige de l'Allemagne qu'elle renonce plusieurs fois. Finalement, Bismarck, qui attend qu'une chose, c'est qu'une guerre étrangère puisse lui permettre de réaliser l'unité. Bismarck obtient la déclaration de guerre de la France grâce à un télégramme qui est provocateur. Voilà. Et donc, l'opinion s'enflamme, le gouvernement s'enflamme, l'Assemblée s'enflamme, et la France déclare la guerre à la Prusse, ce qui
ce qui est un véritable désastre, car tout de suite l'armée française est vaincue, Napoléon est malade, il a la maladie de la pierre, il souffre terriblement, il peut même pas se tenir à cheval, mais ils se sont obligés d'aller à l'armée, ils se sont obligés, soi-disant, de prendre le commandement. En fait, il n'y a rien qui marche. Il capitule à Sedan pour éviter le pire, il cherche à mourir, il n'y parvient pas. Voilà, la France est vaincue. Bon, les soldats, bien entendu, français quittent Rome, ils ont autre chose à faire qu'à rester à Rome. Mazzini est en prison, Garibaldi est cette fois surveillé si bien qu'il ne peut pas sortir, et par conséquent, c'est l'armée italienne le 20 septembre 1970 qui rentre à Rome, n'est-ce pas? Et le pape, pour protester, s'enferme dans la cité du Vatican. Bon, on lui vote une loi de garantie qui lui permet de rester là tranquille, bien sûr. Quant à Victor Emmanuel II, après l'annexion de Rome, le 2 octobre 1870, eh bien, il s'installe dans le palais d'été du pape au Quirinal, qui devient donc la résidence royale. Voilà, pour cette dynastie quand même, une, une fin tout à fait glorieuse. Hein. Voilà une dynastie qui a commencé à Chambéry, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, qui ensuite s'est déplacée à Turin, qui est devenue la capitale du duché de Savoie, puis du royaume de Piémont, ensuite à Florence, et là voilà maintenant à Rome, voilà Victor Emmanuel, roi d'Italie. Bien. Quant à la France, elle est en guerre, et Garibaldi veut aider la République. Car la France est maintenant une république, c'est plus la France horrible de Napoléon III pour lui, mais c'est la République française. Il faut l'aider, et Garibaldi débarque le 7 octobre 1870 à Marseille. Bon, il est perclus de rhumatisme, et pas, voilà sa maladie. Hein. Donc il rencontre Gambetta, il se propose pour aider la France. Immédiatement, il a bien entendu des volontaires qui affluent jusqu'à 20 000. Alors, il se déplace en carrosse et aucun officier français n'a voulu faire partie de son état-major. Donc, c'est ses enfants, c'est des officiers italiens, n'est-ce pas? Donc, les volontaires sont un peu de tous les pays, mais principalement, effectivement, des Italiens. Ces volontaires sont regroupés dans ce qu'on appelle l'armée des Vosges et qui est donc mise sous le commandement de Garibaldi. Donc, il remporte avec cette armée quelques succès, alors que toute cette guerre n'est qu'une suite de défaites pour l'armée française, et il va défendre l'Est de la France. Bon, il parvient même, enfin pas lui, mais ses troupes parviennent à enlever même un drapeau, le seul drapeau de la guerre prussien. Alors voilà des images qui montrent, bon, alors évidemment, c'est pas du tout vrai, hein. Ces images sont tout à fait symboliques, mais il peut pas monter à cheval, hein. C'est comme Napoléon III finalement, hein, son ennemi juré. Il est incapable de monter à cheval. Donc en fait, il se déplace en carrosse, mais il défend Dijon, il défend victorieusement Dijon jusqu'à l'armistice. Bon, la France vaincue demande l'armistice, Bismarck a atteint son but, l'Empire allemand est proclamé à Versailles le 18 janvier 1871 et l'Assemblée se réunit à Bordeaux pour l'Assemblée législative exigée par Bismarck, traité, parce qu'il veut un pouvoir légitime face à lui. Donc l'Assemblée législative se réunit à Bordeaux. Garibaldi a été élu sans être candidat à député de Nice. Donc, bon, on l'empêche de parler. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait que, là encore, on intègre ses troupes, ses volontaires dans l'armée française, mais on l'empêche de parler. Puis de toute façon, cette assemblée est royaliste et Garibaldi fait un effet de chiffon rouge sur elle. Bon, il est réélu quelque temps plus tard en Algérie, là aussi sans être candidat, mais il est invalidé. Du coup, on s'aperçoit qu'il est italien, bien qu'il soit allé à Nice en 1807, il avait opté pour l'Italie, bien sûr. Donc, il est invalidé comme étranger. Alors, évidemment, ça crée un scandale pour les Républicains et pour Victor Hugo, qui lui aussi est député. Donc, Victor Hugo démissionne. Garibaldi est triomphalement par les Républicains ovationné de Bordeaux à Marseille, puis il va rentrer en Italie. Quant à Victor Hugo, il écrit ce poème, il s'adresse à Garibaldi, n'est-ce pas? Laisse hurler sur toi le flot des clameurs viles. Qu'est-ce que cela fait? Viens, donnons-nous la main. Et moi, le vieux français, toi, l'antique romain, sortons. Donc, sortons de l'Assemblée. C'est un lieu triste où l'on est mal à l'aise. Et regagnons chacun notre haute falaise.
ou si l'on est hué, du moins c'est par la mer. Allons chercher l'insulte, auguste de l'éclair, la fureur jamais basse, c'est la grande amertume, le vrai gouffre, et quittons la balle pour l'écume. C'est grandiose, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, à Caprera, Garibaldi est au bord de la mer, et puis dans son île, parce que, bon, Victor Hugo va rentrer, il vient de rentrer de son île, mais enfin, il n'y a pas longtemps, il était à Guernesey, donc voilà, hein, ils sont tous les deux au bord de la mer. Donc c'est la fin, Caprera, 1871-1882. Alors, il est sollicité pour prendre le commandement des troupes de la côte. Il refuse. Il refuse parce que c'est une guerre civile entre Français, il ne peut pas se mêler à ça. Et puis, bon, Garibaldi, c'est pas quand même un socialiste révolutionnaire. Hein. Donc, il sent là qu'il n'a pas à se mettre dans cette affaire entre Français. Alors, il est élu député de Rome, il a travaillé un moment comme député de Rome, mais on ne peut pas dire qu'il va avoir beaucoup de succès, encore qu'il va s'occuper de différentes questions. Hein. Mais il se déplace de plus en plus difficilement, donc à partir de 1869, il n'ira plus à Rome. Alors Mazzini est mort en 1872, Napoléon en 1873, Victor Emmanuel et Pie IX en 1878. Donc vous voyez, il est le seul, Cavour était mort bien avant, donc il est le seul de toute la bande, de tous les héros de l'unité, à être en vie à cette époque. Donc il jouit évidemment en Italie d'un prestige et d'une popularité considérable. Enfin, son mariage est cassé le 26 janvier 1880. Enfin. Il peut donc épouser sa compagne, une modeste femme qui est venue à Caprera en 1865 et dont il a absolument besoin parce que, évidemment, il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus marcher. On l'entraîne dans une affaire en Sicile. Le gouvernement lui demande d'aller en Sicile pour les 600 ans des vêpres siciliennes. Vous vous rappelez, les vêpres siciliennes, c'est quand les Siciliens se sont révoltés contre les Provençaux et les Français, n'est-ce pas, du frère de Saint-Loup, du royaume de Naples, bon, parce que le royaume de Naples était au Capétien. Et donc, c'est l'époque où l'Italie cherche à se rapprocher de l'Allemagne. Vous voyez, donc la France est un peu l'ennemi. Voilà. Alors Garibaldi, on le traîne là-bas en Sicile, en train. Ben, il est acclamé partout, bien entendu. Donc là, lui, il va pas contre la France. Il va parce que on lui demande et puis il a envie de faire ce voyage. Il sent bien que, bien sûr, c'est le dernier. D'ailleurs, il va mourir peu de temps après, le 2 juin 1882. Victor Hugo encore. Ce n'est pas l'Italie qui est en deuil, ce n'est pas la France, mais l'humanité. Car en effet, Garibaldi est célèbre dans de nombreux pays. C'est un peu la Jeanne d'Arc, si vous voulez, des Italiens. Il est célèbre aussi bien en Amérique du Nord, du Sud, qu'en Europe. On voit ici un thème de Hongrie, n'est-ce pas? Puis bien entendu, en Italie, naturellement. Voilà des timbres d'un peu tous les pays, Brésil, oui. C'est donc une popularité un peu mondiale. Il y a même aux États-Unis, mais vous ne serez pas étonné, n'est-ce pas, aux États-Unis qu'une société américaine fasse fortune en vendant des macarons Giuseppe Garibaldi. Voilà. Il faut bien vivre. Hein, voilà. Et revenons, terminons par là où nous avons commencé, c'est-à-dire à Nice. À Nice, où nous voyons sur la statue dont j'avais parlé au tout début de mon exposé, les deux médaillons ici. Que représentent ces deux médaillons? Eh bien, ils représentent les deux enfants de Ricciotti, c'est-à-dire les petits-enfants de Garibaldi, qui sont morts pour la France en décembre 14 et janvier 15, puisque l'Italie n'est pas entrée en guerre au début. Hein, elle est rentrée qu'en 1915. Donc, au début, eh bien, les Garibaldiens, de nombreux Garibaldiens, et ici les petits-fils de Ricciotti, se sont engagés dans l'armée de la République. Voilà. Sur les 6 enfants, sur les 6 petits-fils de Garibaldi, 2 sont morts pour la France, et c'est eux deux qui sont célébrés ici sur cette statue.